Salut Pixelmon, bonjour YouTube, je suis Sébastien, et aujourd'hui une petite vidéo un peu différente, parce que vous savez bien, j'adore le catch, j'ai repris il n'y a pas longtemps, ça va faire à peu près 6 mois maintenant, depuis WrestleMania 40, et, enfin oui, je regarde la WWE, et il y a eu ce week-end un PLE, ce qui s'appelait avant un pay-per-view, donc c'est un Premium Live Event, donc c'est, on va dire, les moments où la WWE clôt ses histoires, ou fait passer les histoires au moment suivant, c'est là où il y a les grands matchs importants. Et donc, eh ben, ce week-end a eu lieu le PLE qui s'appelle Money in the Bank, et je vais chercher la carte, et je voulais juste vous faire un petit retour pour expliquer deux, trois trucs, et puis pour donner mon avis aussi, parce qu'il y a deux, trois choses qui méritent d'être parlées. Alors, ce PLE, pour ceux qui ne connaissent pas, s'appelle Money in the Bank à cause du type de match, justement, Money in the Bank, qui est un match où il va y avoir 6 personnes qui se battent dans un match de l'échelle, où le but est d'aller décrocher une mallette suspendue au-dessus du ring en utilisant une échelle, et celui qui arrive à la décrocher gagne un contrat qu'il pourra utiliser dans l'année pour se battre contre un des champions de la WWE. Voilà, ça c'est le concept du match. Il y avait 2 matchs Money in the Bank, un pour les hommes, un pour les femmes. Le premier match de la soirée, c'était justement le match d'ouverture, c'était le Money in the Bank masculin. Et pour beaucoup, alors je vais éviter de trop spoiler, parce que mon idée, et pourquoi je vous en parle, c'est pour vous dire d'aller le voir, parce que même s'il y a 2-3 choses qui me frustrent fortement, c'est un bon show et il mérite d'être vu. Et si vous voulez voir un peu ce que donne le catch, déjà je vous conseille de regarder WrestleMania 40, même si ça dure longtemps parce que c'est 2 soirs et qu'il y a plein de choses à voir. Mais c'est vraiment un bon point d'entrée. Et vous avez les 2 ou 3 PLE, dont celui qui a eu lieu en France, Backlash, qui a tout cassé, qui était vraiment une tuerie. Et ben là, il y a eu... c'était dans l'ensemble, le match était plutôt sympa, moi je l'ai beaucoup aimé. Il y a eu de super spots, il y a eu des moments très forts, avec des cascades vraiment impressionnantes. Et ils ont réussi à apporter un petit peu de fraîcheur, un peu de nouveauté, un peu de changement dans la manière dont ils utilisent les échelles et dans les coups qu'ils osent porter, comparé à ce qui se faisait d'habitude. Et donc, ça donne un peu... Il y a un petit peu comme ça cette impression d'innovation pour la WWE, qui est quand même plutôt sympa. Le match a duré 15 minutes, enfin 16 minutes, pardon, et, et dans l'ensemble, comme dit, c'était un très beau spectacle, et j'ai vraiment bien apprécié, et c'était un départ sur les chapeaux de roue qui a vraiment bien mis l'ambiance. On a ensuite eu le match Sami Zayn-Braun Breaker, un contre un pour le titre intercontinental, un des titres les plus célèbres et les plus prestigieux de la WWE, à mon sens. Et c'était vraiment un match très sympa. Le petit jeune, le petit nouveau qui n'est que puissance et vitesse, donc Braun Breaker, contre maintenant le vétéran qui a, en anglais on appelle ça du fighting spirit, donc c'est vraiment l'envie de se battre et de ne jamais abandonner, de jamais laisser tomber. Et ça a donné vraiment une histoire très sympa. C'est un classique au niveau de l'histoire qui a été racontée, mais elle a été suffisamment bien exécutée pour être sympa. C'est pas le résultat que moi j'aurais voulu, j'aurais bien apprécié l'autre victoire, mais disons que ça ouvre pas la voie, ça continue l'histoire, et il va y avoir des choses très intéressantes qui vont arriver au prochain PLE, je crois que ce sera Bad Blood. Ensuite, encore un match pour les ceintures, qui était un match Seth Rollins contre Damien Priest, le champion, pour le World Heavyweight Championship, donc, qui est aussi une de leurs grosses ceintures. C'est le titre A de Raw, si je ne me trompe pas. Et vraiment, c'était un match... La première moitié du match était intéressante. Puis, il se passe un événement important, qui est lié au Money in the Bank qui a eu lieu juste avant, et c'est le début du gros n'importe quoi. Alors, je vais spoiler le match. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le vainqueur, et d'ailleurs je vais spoiler tout le pay-per-view, donc vous êtes prévenus, si vous continuez à regarder, je vais vous annoncer les résultats. Dans 3, 2, 1... Donc,
Le vainqueur du Money in the Bank chez les hommes, c'était Drew McIntyre. Drew McIntyre, pendant le match, est venu cash-in sur Damien Priest pour essayer de lui piquer sa ceinture. Et donc a transformé le match qui était un contre un en un triple threat, donc un contre un contre un. Ce qui a la particularité, pour ceux qui ne sauraient pas, de désactiver, on va dire, la règle de disqualification. Donc si on peut utiliser des objets, il y a quelqu'un de l'extérieur qui peut venir intervenir dans le match, ça n'arrêtera pas le combat. Parce que sinon, comment on gère 3 personnes dans le ring, c'est pas possible. Donc il faut ces règles-là. Et comme, déjà, grosse connerie, numéro 1, avant l'entrée de Drew McIntyre, Seth Rollins était en train de faire un tombé sur Damien Priest. Et Damien Priest, pour quelques raisons que j'ignore, et qui n'est de toute façon pas très importante, était dans un tombé. Donc il avait les épaules rivées sur le tapis, et il avait tapis du ring, et il avait 3 secondes pour lever une épaule pour arrêter le compte. Et sinon, il perdait le match. Donc Seth Rollins fait le tombé, Damien 1, 2... L'arbitre annule le compte, en disant 2, il a levé l'épaule, alors qu'il avait juste pas bougé. Donc techniquement, à ce moment-là, Seth Rollins est le vainqueur. Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est que malgré ce raté, vu qu'il y a l'intervention de Drew McIntyre, qui vient prendre le vainqueur, en gros, alors, au lieu de rebondir là-dessus et de faire un Seth Rollins, Drew McIntyre, il transforme ça en triple threat, comme si le tombé qui venait d'avoir lieu n'est jamais arrivé. Et donc, c'est dommage, mais on est dans le catch, on est dans du sport, enfin, on est dans du spectacle en direct, donc forcément, il y aura des erreurs. Voilà. Donc, ça leur a permis de balayer ça sous le tapis, voilà. Et donc, ça s'est transformé en triple threat. Et pourquoi il s'est passé ça? Parce que il avait essayé, Drew McIntyre, de battre déjà Damien Priest, justement, à un PLE précédent, Clash at the Castle. Il l'a raté parce qu'il est en conflit avec un autre catcheur, CM Punk, et CM Punk était intervenu, et là, de nouveau, CM Punk va intervenir et va empêcher Drew McIntyre de remporter le match, et c'est le champion entrant qui ressort avec sa ceinture. Alors, ce qui sauve un peu les meubles dans l'histoire, c'est que maintenant, il y a aussi Seth Rollins, parce qu'il y avait une stipulation, donc il y avait une condition au match, qui était que si Seth Rollins gagnait, forcément il prenait le titre, et Damien Priest quittait sa faction, son groupe, qui s'appelle le Judgment Day, et si Damien Priest gagnait, Seth Rollins n'avait plus le droit de se présenter, en gros, pour essayer de choper la ceinture, tant que Damien Priest était le champion. Voilà. Là, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'intervention de CM Punk, en fait, la fin du combat n'est pas propre, puisqu'il y a eu une intervention extérieure et tout ça. Et c'est Damien Priest qui a fait le tombé sur Drew McIntyre, donc Seth Rollins n'a pas été pris par le tombé, donc il a techniquement pas perdu le match, même s'il l'a perdu. Mais c'est pas celui qui a été cloué au sol pendant 3 secondes et qui a effectivement perdu le match. Et donc, Seth Rollins est aussi maintenant a l'air très en colère contre CM Punk, et à juste titre, parce que techniquement, il vient de tirer un trait sur ses options de récupérer la ceinture dans le futur. Et donc, ça va peut-être compliquer un peu la situation, et ça rajoute encore une personne dans une histoire entre CM Punk et Drew McIntyre qui était vraiment très bien écrite. Mais le gros problème de tout ça, et c'est pour ça aussi que je voulais faire, c'est surtout pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce que, si vous avez un peu suivi toute cette histoire, elle était vraiment, elle était en feu cette histoire. Il n'y avait pas besoin d'aller sacrifier, d'aller foutre en l'air, même je devrais dire, la mallette Money in the Bank des hommes pour l'année, pour une histoire qui n'avait pas besoin d'aide et qui n'avait pas besoin encore de grimper dans les enjeux, parce que les enjeux, ils étaient déjà là. CM Punk avait déjà coûté une opportunité de ceinture, enfin bon, il n'y avait pas besoin de la refaire, je comprends pas. À part faire rentrer Seth Rollins dans l'histoire, je vois pas trop l'intérêt. Et pourquoi faire rentrer Seth Rollins dans l'histoire quand ce qui nous intéresse, c'est Punk contre McIntyre? On s'en fout de Seth Rollins.
Voilà, donc c'est un peu bizarre ce booking, cette manière d'écrire l'histoire. On verra ce que ça donne, mais je ne suis pas convaincu et moi je trouve que d'un coup l'intérêt pour cette histoire chez moi a réduit parce qu'ils ont gâché un, un des trucs intéressants et un des moyens un peu de secouer l'ordre établi de la WWE en mettant en avant, en plus cette année, parmi les participants au Money in the Bank chez les hommes, il y avait donc Drew McIntyre, Jey Uso. Lui, il n'a pas besoin du Money in the Bank parce qu'il est toujours plus ou moins dans la course à une ceinture. Carmelo Hayes, qui est un petit nouveau, qui vient de NXT. La, l'émission, on va dire, de développement de la WWE. Andrade, qui est un catcheur de lucha libre, qui est plutôt bon, mais qui, comme d'habitude, hein, si un catcheur sud-américain est à la WWE qui s'appelle pas Rey Mysterio, mais la WWE ne sait pas quoi faire avec eux. C'est vraiment triste. Chad Gable, lui, il est pris dans l'histoire des Wyatt Six, donc il n'avait pas d'intérêt à gagner la ceinture. LA Knight, lui, il est pris aussi dans une autre histoire avec un autre catcheur qui n'était pas là ce soir. Bref, il y en avait au moins, allez, il y a 2 clients potentiels en plus, puisqu'on aurait pu donner la mallette à Jey Uso, il aurait pu être de nouveau dans la course pour un titre, ou bien donner à Carmelo Hayes, même si effectivement, il n'a pas encore complètement réussi sa transition, et la WWE n'arrive pas à le lancer, et il reste bloqué un peu dans l'enfer du milieu de la carte, donc l'enfer du milieu du programme, et il n'arrive pas à décoller. Donc c'est peut-être pour ça qu'il a pas reçu la valise. Enfin bon, voilà. C'était vraiment le moment un peu énervant de ce show. Et, mais c'était pas le pire. Euh, parce que le pire arrive à la toute fin. Euh, mais en tout cas, ça clôt cette histoire et ça clôt ce combat. Le prochain match, c'était le Money in the Bank féminin. Et ça, c'était pareil, c'est un super spectacle. Les nanas et les filles, elles ont vraiment, ces catcheuses, elles ont vraiment fait un super spectacle. Alors, elles ont fait à peu près la même chose que les mecs. Et elles ont envoyé des spots de zinzin. Il y a eu des grosses prises de risques. Il y en a qui n'ont pas bien marché. Il y en a, je pense qu'il y a eu 2-3 blessures ou 2-3 où les gens se sont fait très mal. Un peu comme le Money in the Bank masculin. Parce que le raté, si on le rate un coup qu'on se réceptionne mal, par exemple sur une échelle ou à côté d'une échelle, ça peut faire très vite très mal. Donc c'est toujours des matchs difficiles et dangereux. Et chez les femmes, par exemple, il y en a une, je crois qu'elle est retombée, le bras, elle est retombée sur le... Elle est retombée sur le ring, mais son bras est tombé sur l'échelle. Donc ça a dû bien piquer, ça. Et l'autre qui m'a vraiment fait peur et qui... Il y en a une qui a tenté un saut depuis le coin du ring et qui a atterri tête la première. Apparemment plus de peur que de mal, tant mieux, parce que ça c'est le genre de truc qui peut mettre quelqu'un, enfin qui peut finir un carrière de quelqu'un quand ça se passe vraiment mal. Et le dernier gros ouch que j'ai eu dans ce match, et ça c'était pas un raté, c'est juste que c'est le mouvement qui est fou, c'était une... je sais plus si c'était une powerbomb ou un sunset flip. Si, c'était une sunset flip powerbomb sur une échelle, posée en équilibre sur la deuxième corde du ring et une autre échelle debout, c'était une folie. Si je trouve l'extrait, je vous le mettrai là. Et en fait, la femme qui porte le mouvement, je crois qu'elle s'est mal récupérée, elle s'est mal réceptionnée sur l'échelle, et elle s'est fait très mal au coccyx, je pense, ou quelque part comme ça. Et en fait, elle passe le reste du match à vraiment avoir mal. Alors, soit elle vend très bien, et à ce moment-là, bravo, parce qu'elle m'a eu, ou bien je pense que il y a eu un vrai raté là, et il y a peut-être une blessure qui arrive, ou au moins quelques semaines de repos, parce que, aïe, ça fait vraiment très mal. Voilà. En tout cas, ce match-là a été composé donc de Io Sky, Chelsea Green, Lyra Valkyria, Naomi, Zoe Stark et Tiffany Stratton. Et celle qui l'emporte, c'est Tiffany Stratton, sans trop de surprise. Et on va voir combien de temps elle tient la mallette.
Combien de temps ils vont faire monter comme ça la sauce, monter la pression, jusqu'à ce qu'elle décide de prendre la ceinture, et en espérant qu'elle arrive à la prendre. Mais, après tout, Money in the Bank existe depuis suffisamment longtemps maintenant pour qu'il y ait eu des échecs, et c'est une option, une possibilité, toujours dans l'écriture de l'utilisation de cet objet. Voilà. Et on finit avec le clou du spectacle, qui était un véritable pétard mouillé, puisqu'on avait d'un côté la Bloodline numéro 2, que certains, à juste titre, je trouve, appellent la Bloodline de Wish, composée de Solo Sikoa, qui est le chef de la bande, qui n'a aucun charisme et qui est presque le plus mauvais de la bande. Il y en a un qui est tout petit peu pire que lui, mais voilà. Tama Tonga et Jacob Fatou, avec donc Tongaloa en plus qui était là accompagné, il n'était pas en tenue de ring, lui il était en costard et il rendait mieux en costard. Un vrai porte-flingue, il avait vraiment la classe. Manque de peau, le mec est un... il a tendance à rater beaucoup les prises qu'il essaie de faire, et ce soir c'était pas l'exception. Et en face on avait donc le champion indisputé Cody Rhodes, avec RKO, donc c'est Kevin Owens, dont je porte le t-shirt, et Randy Orton, un grand vétéran qui maintenant, pareil, dépasse ses 40 ans, et je pense qu'il va terminer il est en train de finir tranquillement sa carrière. Et puis voilà. D'ailleurs, en parlant de fin de carrière, il faudra que je parle d'un truc après. Et ce match, c'est un match par équipe 3 contre 3, tout à fait traditionnel. Les membres de l'équipe doivent tag, donc ils doivent se taper dans la main pour passer en gros le relais, être le catcheur légal dans le ring. Ça n'empêche pas bien sûr des actions autour du ring par ceux qui attendent leur tour, surtout les méchants qui vont faire ça. Et bien sûr, le gros moment de ce combat, ce que beaucoup de gens voulaient voir, c'était le chef de la faction de la Bloodline, à savoir Solo Sikoa, contre Cody Rhodes, le champion. Et c'est ce qui a été... on n'a pas arrêté d'essayer de dire ah, « ça va y aller ». Non, et puis finalement, on le garde et on n'arrête pas de teaser les gens pour les garder chauds, leur donner envie de continuer à regarder le match, à être impliqués. Et là, le gros du match, ça a été Kevin Owens, qui a pris la hit, pardon, je parle technique, qui s'est fait tabasser pendant un bon moment du match dans la moitié du ring qui est plus facilement contrôlée par les méchants. Il y a eu de bonnes séquences, il y a eu de choses très sympas. On a eu pour finir le hot tag donc de Cody Rhodes qui fait son entrée triomphale et qui casse la gueule à tout le monde, enfin, du moins qui essaye. Ça part dans tous les sens, ça devient un peu une baston générale. Et dans la baston, ce qui se passe, c'est que un truc très courant qui s'est passé avec la première Bloodline, donc de Roman Reigns, qui a tenu le titre pendant plus de 3 ans. N'importe quoi. Et ben, le grand classique, c'était l'arbitre prenait un coup, il était par terre, et il n'y avait personne pour faire le tomber de l'adversaire. Voilà. Enfin, du challenger. Et là, pareil, on l'a refait. On a remis... l'arbitre, il a repris un coup, il est sorti du ring. Et donc pendant ce temps-là, c'était vraiment la foire d'empoigne, c'était n'importe quoi. Et puis bon, ben voilà, c'est l'overbooking traditionnel avec la Bloodline, ça devient... Il y a de beaux spots, dont un super saut depuis la rambarde de sécurité sur la table des commentateurs où un des catcheurs de la Bloodline était posé dessus et par Kevin Owens. Et c'était vraiment... Pareil, j'essaierai de le mettre parce que c'était un bon moment, c'était sympa. Mais dans l'ensemble, voilà, quoi, ce match, c'est la méta, enfin, c'est la manière habituelle de raconter des histoires de la Bloodline. Au final, la Bloodline gagne sans surprise parce qu'il faut établir cette nouvelle Bloodline comme étant une Bloodline dangereuse. Elle l'est toujours pas parce que leur leader est un mec qui n'a, à mon sens, aucun charisme. Il aurait mieux fait de rester de se taire et d'avoir quelqu'un d'autre qui parle pour lui. Il avait Polyman jusque-là, mais l'histoire fait que Polyman n'est plus de son côté. Donc voilà. Enfin bon. Il va falloir faire beaucoup plus fort et vraiment beaucoup plus violent pour vraiment arriver à vendre cette Bloodline comme étant vraiment dangereuse, parce que, surtout,
sachant qu'on la compare toujours à la Bloodline de Roman Reigns, qui lui a fait vraiment des choses assez folles. Et comme dit, il a tenu le titre pendant 3 ans et il a vraiment joué un personnage prêt à tout, et vraiment à tout, pour garder sa ceinture. Et, et là, vous avez le porte-flingue du grand champion qui a des délusions de grandeur et qui se prend d'un coup calife à la place du calife, et parce que l'autre il est en convalescence. Voilà quoi, mais le problème c'est que petit bras quoi, il a pas la carrure, il a pas le charisme, il a pas le talent dans le ring, il a rien de ce qu'avait son chef. Bizarrement, Jacob Fatu, qui vient d'arriver à la WWE, dont c'était le premier match, a volé complètement le show pour ce match. Et il a une présence, il a le talent dans le ring. C'est lui qui devrait être à la tête de la Bloodline, il n'y a pas à discuter très longtemps. Et si la WWE voulait vraiment construire une Bloodline dangereuse, je mettrais Jacob Fatu à la tête. Mais ça, c'est mon fantasy booking à moi. Voilà, et si moi j'étais à la tête, je le ferais comme ça. Parce que Solo Sikoa, il marche bien en porte-flingue. Voilà, mais faut pas qu'il parle en fait. Là, il parle, la mystique, elle s'essouffle et ça marche juste pas. Voilà, ça marche pas avec moi. Attention, hein. Tout ce que je dis là ne sont que mon opinion. C'est pas un fait de. C'est pas un fait du tout, hein. C'est juste mon interprétation et ma vision sur cette histoire, sur le produit qui a été livré. C'est tout. Voilà. En tout cas, même si ça finit en pétard mouillé, le show était sympa, ça dure à peu près 3 heures, comme tous les pay-per-view en ce moment, en dehors des WrestleMania. Et franchement, prenez le temps de le voir. Je pense que entre ce pay-per-view là et apparemment le PLE de NXT Heatwave, qui a l'air de valoir aussi le coup, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de voir, pour moi, ça vaut largement l'abonnement au WWE Network. Je crois qu'il y a 12 euros, quelque chose comme ça, le mois. Et ça fait un peu d'argent, mais bon, voilà. Pour moi, ça vaut le coup. Vous ne pourrez pas voir Raw et SmackDown, parce qu'ils sont exclusifs à des chaînes câblées américaines, donc, ou à d'autres services de streaming. Mais vous avez accès à NXT, et à plein de reportages, et à tous les vieux pay-per-view et PLE de la WWE, rien que pour ça, ça vaut le coup. Comme dit, si vous n'avez pas vu WrestleMania 40, essayez de le regarder, parce que c'était vraiment un bon show. C'est un super show, surtout pour les gens qui ne sont pas fans de la WWE, qui ne sont pas fans de catch, et qui voudraient découvrir le catch. C'est un bon point d'entrée, parce que tout est bien présenté, tout est bien expliqué, c'est du vrai cinéma. C'était vraiment, de ce côté-là, très sympa. Pour les fans de catch comme moi, c'était pas forcément le meilleur show. Mais les histoires étaient sympas, étaient correctes, et donc voilà. Et si vous voulez, regardez le backlash qu'il y a eu en France et voir à quel point les fans français qui ont pu se payer des places à un prix exorbitant ont foutu le feu pendant les 3 heures du PLE et ne se sont jamais arrêtés. C'était vraiment magique, et rien que pour ça aussi, ça mérite un mois d'abonnement au WWE Network, parce que c'était vraiment un très 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 grand moment. Voilà. J'ai fait le tour de tout ça, il y a encore un point que je voulais parler, vite fait. Ça va... Il y a eu une promo entre... À quel moment il était? Elle était la promo. Je ne sais plus, mais enfin bon. Il y a eu, au milieu de ces matchs, il y a eu un petit segment d'une intervention au micro d'un très très grand catcheur. Pour ceux qui... Tout le monde le connaît, je pense, c'est John Cena. Et en fait, il a annoncé que de maintenant jusqu'à WrestleMania 41, il fait sa tournée d'adieu. C'est sa dernière année dans le catch professionnel. Alors, je ne sais pas ce qu'il va devenir après, s'il coupe tous les liens avec la WWE, s'il va continuer d'être présent en tant qu'agent, et donc il va plutôt bosser dans les coulisses, en tant que formateur, peut-être plutôt côté film, parce qu'après tout, il a eu un rôle dans une série il y a pas longtemps qui a bien marché, où il jouait Peacekeeper. Donc voilà. Peut-être il va continuer par là. J'espère juste qu'il s'en sortira mieux que The Rock, qui maintenant dans ses contrats, force les studios de production à ce que son personnage ne soit jamais perdant. Imaginez l'ego fragile du bonhomme quand même. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'était
pour ça que je voulais vous en parler. Effectivement, quand John Cena va raccrocher ses bottes, eh ben, ça va être la fin d'une grosse ère. Ça va être là une fin monumentale pour l'ère de tous les fans de catch français et d'ailleurs qui ont découvert le catch pendant l'ère de la Ruthless Aggression, putain c'est dur à dire, qui était justement l'ère tenue par Cena. Et là, la génération NT1 chez nous, pour les fans de catch de l'époque, là, c'est un peu le Hulk Hogan de cette génération qui va raccrocher ses bottes, quoi. Donc c'est un truc important, et j'espère que dans cette tournée d'adieu, dans ces derniers matchs, alors, ce serait marrant qu'il arrive à avoir une 17e fois une ceinture mondiale. Ça lui permettrait de battre le record établi par Ric Flair dans la WWE, du nombre de ceintures qu'il a obtenu. Et aussi, ce qui serait bien, c'est qu'il nous refasse un match avec Randy Orton, parce que les deux vétérans, les deux grands, là, je pense qu'ils pourraient nous faire un super match. Si Orton est en forme et a envie de faire un truc, et a envie de casser la baraque, je pense que ces deux-là, ils pourraient nous foutre toute l'arène en ruine. Donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire et ce qu'ils vont donner. On verra bien. J'ai fait le tour de ce que je voulais parler de catch. Peut-être que, après NXT Heatwave, je referai une petite vidéo comme ça, enfin petite, ça fait un moment maintenant que je papote. Ouais, presque une demi-heure, mais j'avais des choses à dire et je voulais vous en parler parce que, vous savez bien, j'aime bien le catch et je peux que vous encourager à le découvrir. Alors j'ai une notification qui part. C'est vraiment quelque chose de magique, c'est vraiment quelque chose de super. C'est un moyen de raconter des histoires qui... c'est presque, comme dit, une version pour hommes, on va dire, même si un public féminin, mais c'est un public majoritairement masculin, mais c'est un peu nos telenovelas, c'est un peu nos feuilletons à nous. Et donc, et moi je trouve ça très sympa parce qu'il y a toujours des histoires très simples, les héros sont là, les méchants sont là, on raconte des trucs sympas, et le but de toute façon c'est de passer un bon moment et d'avoir un beau spectacle. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de votre attention, surtout si vous êtes jusqu'au bout maintenant, ici, là. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Et en attendant ma prochaine vidéo qui parlera, elle, de JDR, je vous dis à tous à la prochaine fois, ou plutôt, comme on dit chez moi, peace next to moule.